Alors on attaque maintenant les systèmes de coordonnées. On va commencer par les coordonnées cartésiennes qui sont celles que vous connaissez la plupart du temps déjà, parce que c'est les systèmes de coordonnées les plus simples. Le repère est fixe et donc on va décrire la position d'un objet en fonction de ces trois coordonnées x, y et z. Donc en règle générale, on va noter le point M et entre parenthèses on dit il est défini par x, y et z. Alors la question à se poser c'est qu'est-ce que représente ce x, ce y et ce z? Alors, on va essayer de faire un petit dessin en 3D. Je vous montrerai aussi une petite animation qui permet de visualiser ça légèrement plus facilement. Vous prenez un point M, alors imaginez-le légèrement en avant ici par rapport au plan qui est derrière. Donc j'ai x, y, z. Toujours vérifier si on a bien un trièdre triac avec les trois doigts de la main droite. J'ai bien mon x qui vient là, y qui est par là et z qui monte. Donc de ce côté-là, j'ai mon trièdre. Mon point M va se projeter ici sur le plan XY. On a un point qu'on peut appeler le point P, et puis ici on pourrait appeler ça H. Vous voyez que ici il se trouve un parallélogramme, et puis quand je regarde les positions, j'ai selon cet axe-là, je suis à une position qu'on va noter X, selon cet axe, c'est-à-dire je fais parallèle à l'axe des X, je suis à une position qu'on appelle Y, et là je suis à une altitude qu'on va appeler Z pour le point H. Comment est-ce que je peux avoir le vecteur EXY? Alors je vais placer trois autres vecteurs. Le vecteur ici qui va être le vecteur unitaire suivant X, le vecteur ici qui va être le vecteur unitaire suivant Y, et le vecteur ici qui va être le vecteur unitaire suivant Z. Si je veux avoir le vecteur qui va du point O au point M, le vecteur OM comme ça, il va falloir que je suive en fait les différents vecteurs de coordonnées. Donc je pars de O, je vais jusqu'à ce point-là en faisant X selon X. Ensuite, je vais jusqu'au point P en faisant Y selon Y. Donc je me déplace d'une certaine quantité vers la droite. Et après, je me déplace d'une certaine quantité vers le haut. Donc je fais ce passage-là, plus ce passage-là, plus ce passage-là, et la somme de ces trois directions va me donner en fait le vecteur OM global. Et je vais pouvoir noter que ce vecteur OM, il s'écrit la somme de trois vecteurs, x selon x, c'est ce premier vecteur, plus y selon y, c'est ce deuxième vecteur-là, plus z selon z, c'est celui qui me permet de monter là-haut. Et ça me définit mon vecteur position. La connaissance des trois coordonnées x, y, z me permet de me ramener à ce vecteur position. Alors, à savoir que la base EX, EY, EZ, elle est bien sûr directe. C'est la règle de la main droite qui me permet de la faire. Mais elle est surtout fixe dans le référentiel d'étude, qu'on va appeler un grand beau R, comme ça. Donc elle est fixe dans notre référentiel d'étude. Et ce caractère fixe va être particulièrement intéressant. On l'a déjà utilisé dans le tout premier chapitre de rappel sur les bases des vecteurs. Mais ça va nous permettre de dériver et d'avoir une expression de la vitesse qui est relativement simple. La vitesse, par définition, c'est la dérivée du vecteur position. Or, le vecteur position, j'en ai une expression explicite. Et donc, quand je prends la dérivée de ce vecteur position, j'ai xex plus yey plus zez. C'est la dérivée d'une somme. Donc, je me retrouve avec la somme des dérivées. Donc, j'ai la dérivée de xex plus la dérivée de yey plus la dérivée de z. Là-dedans, a priori,
j'ai un produit de deux choses qui pourraient dépendre du temps. Alors je vais le traiter à côté, juste pour pas le réécrire 3 fois. Xex, c'est la dérivée d'un produit. C'est donc la dérivée de x fois ex plus x fois la dérivée de ex. C'est le fameux u'v plus uv'. Et en prenant ça, ce bout-là, c'est 0. C'est le vecteur nul. Car ex, c'est un vecteur fixe. Il a non seulement, par définition, toujours la même norme, puisque c'est un vecteur unitaire, mais il a une direction, et du coup un sens. Forcément, il ne va pas changer de sens sur cette direction-là, qui va rester fixe. Et si cette direction est fixe, ça veut dire que sa dérivée au cours du temps s'annule, puisque je fais la différence entre 2x à deux instants différents, c'est le même, et donc le vecteur résultant, ça va être le vecteur nul. Donc, ce bout-là, il n'y a que ça qui reste. D'où, je vais l'écrire là-haut, pour bien le voir, la dérivée de xex, c'est la dérivée de x fois le vecteur x. La dérivée de la même manière de y ça va être la dérivée de y multipliée par le vecteur y, sorti de la dérivée. Et pareil, ez, je peux le sortir de la dérivée étant constante. Je me retrouve avec ez fois dz sur dt. Et donc, comme en général on écrit les vecteurs après, je vais avoir du dx sur dt de x plus dz sur dt, dy sur dt ey, plus dz sur dt ez. Notez bien que là, mon ex, il est à l'extérieur. Je pourrais rajouter une multiplication, comme ça, il est à l'extérieur de la dérivée. Alors, vous voyez que là, on va avoir pas mal de dérivées qui apparaissent. Il y a une notation qui permet de se simplifier un tout petit peu la vie. C'est la notation en points. On va marquer que dx sur dt, c'est x points. Alors, moi je vous conseille, vous vous souvenez de l'époque certainement où on a dû vous dire ne mettez pas des ronds sur les i, c'est une perte de temps, c'est sûr c'est joli, mais ça vous fait perdre du temps dans votre composition. Là, je vais quasiment vous obliger à mettre des ronds. La notation c'est juste points, c'est-à-dire normalement vous pouvez noter x points. Le problème c'est que si j'ai un truc qui est comme ça, rapidement ça va le devenir, est-ce que ça c'est une tâche ou c'est un point? Est-ce que c'est une dérivée ou c'est pas une dérivée? Donc la mise en place de cette dérivée, ça doit être un effort mental conscient. Il faut consciemment vous dire je suis en train de dériver. Et donc il faut que vous écriviez, à mon sens, un joli rond. Et moi, je vais faire toujours des jolis ronds comme ça, même si dans les documents que vous pourrez avoir en PDF, ça va être des points, parce que typographiquement, c'est des points qu'on utilise, mais là, on peut pas se tromper, c'est des vrais points, on les voit bien, il n'y a pas de souci. Mais quand on écrit, surtout quand on écrit un peu vite, et de manière peut-être pas très soignée, ça devient très difficile de savoir s'il y a un point ou pas, et puis c'est vite fait d'oublier un point. Alors qu'un rond comme ça va être plus difficile à oublier. Donc si on note ça, avec cette notation, votre vitesse va s'écrire x.ex plus y.ey plus z.ez. Et je vous promets que faire un rond plutôt qu'un point, ça va pas vous démettre le poignet. Au bout d'un moment, ça devient totalement naturel et totalement automatique. D'ailleurs, il faudrait que je me concentre à présent si je voulais vraiment juste mettre un point plutôt qu'un rond, et ça vous fait pas gagner tellement de temps que ça. Par contre, je vous promets que mettre un rond, ça vous empêchera de faire des fautes d'homogénéité. Voilà, donc j'ai mon expression du vecteur vitesse sous forme, vous voyez qu'il suffit de dériver chacune des composantes, donc ça s'exprime bien, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas du x point qui va finir selon y ou ça, tout le monde reste dans son domaine d'existence, donc les x points selon les ex, les y points selon les ey, et tout le monde est content. Alors, pour avoir le
vecteur accélération, de la même manière, on va dire que c'est la dérivée du vecteur vitesse. Et la dérivée du vecteur vitesse, bah, c'est la dérivée de ces bouts-là, donc x.ex plus y.ey plus z.ez. Donc c'est la dérivée d'un truc qui fait intervenir des dérivés. De la même manière, on va pouvoir dire que c'est la dérivée de x.ex plus la dérivée de y.y plus la dérivée de z.ez. Or, pour la même raison, vous voyez que x, la seule chose que j'ai utilisée dans ce petit calcul-là pour trouver que c'était la dérivée de ce produit, c'était juste la dérivée du x, le tout multiplié par x, c'était que x était une fonction du temps. Or, x point, c'est simplement une fonction du temps. Donc je ne sais a priori rien, je ne sais pas si ça reste constant, si ça varie, donc je pars du principe que ça varie. En revanche, ex, il est toujours fixe, ce qui veut dire que ex, sa dérivée, c'est toujours nul. Donc quand je prends la dérivée de x.ex, le ex, il peut sortir de la dérivation étant constant, donc ça me fait la dérivée de x point par rapport au temps selon x. Au choix, vous allez pouvoir écrire ça, bah, la dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde, c'est bien l'accélération, ou alors, bah, pour avoir la même relation, la même notation, on va dire que c'est x point point. Sauf qu'au lieu de mettre les points les uns sur les autres, parce que quand on va les empiler, ça va pas être joli, on les met l'un à côté de l'autre, parce que généralement on a de la place horizontalement pour le faire. D'où l'expression de l'accélération en coordonnées polaires. Ça s'écrit au choix dérivée seconde de x par rapport au temps selon le vecteur x, plus la dérivée seconde de y par rapport au temps selon le vecteur y, plus la dérivée seconde de z par rapport au temps selon le vecteur ez. De nouveau, à chaque fois, les ez sont hors de la dérivée, ce qui nous permettra de faire des projections et donc de projeter ça correctement. Quand c'est à l'intérieur de la dérivée, si on ne sait pas comment est-ce que ça varie, ça va être plus difficile. Ou alors, je peux écrire sous cette forme x.ex plus y.ey plus z.ez. Donc ça, c'est vos expressions de l'accélération en coordonnées cartésiennes. Une petite remarque au passage, pourquoi est-ce que je vous ai pas introduit cette dérivée point-point là, ou point plus tôt? Tout simplement parce que on a commencé à utiliser des dérivés en électricité. En électricité, on avait certes des tensions, mais aussi et surtout des courants. Les courants X note I, et sur un I, normalement, il y a un point. Donc ça devient difficile de savoir si le point que vous avez mis, surtout si vous mettez un vrai point et pas un rond, est-ce que le point que vous avez mis, c'est un point du I, le fameux point qu'il faut rajouter sur les I, ou est-ce que c'est un rond de dérivation? Et si on met un point du I avec un point de dérivation, ça devient plus très joli. Donc en électricité, d'un commun accord parmi tous les physiciens, on n'utilise jamais cette notation en point. En revanche, en mécanique, c'est beaucoup plus courant et c'est ce qu'on va du coup de temps en temps utiliser pour essayer de se simplifier au maximum les notations. Ça permet toujours, dans un souci, d'avoir des notations un petit peu plus compactes et d'en avoir moins à écrire. Alors, on a position, vitesse, accélération. Encore une chose qu'on aimerait calculer, c'est si mon point M, il se déplace un tout petit peu. Donc si on va, je veux ce qu'on appelle le déplacement, l'expression d'un déplacement élémentaire, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe si mon point M se déplace un petit peu. Donc on va de M qui est en X, Y, Z de coordonnées, vers un point M' qui est très près de X, donc je note ça X plus dx, plus un déplacement élémentaire selon x, y plus dy et z plus dz. Je me suis
mis très proche, donc vers M', très proche de M. On appelle le déplacement élémentaire, petit déplacement, le fait d'aller de M à M', déplacement élémentaire. Ce déplacement élémentaire, on va le noter DOM. C'est la petite différence du vecteur position OM, donc ça va être OM' moins OM, c'est-à-dire le vecteur qui va de M à M'. Et quand j'écris ça, je prends simplement la définition de mon vecteur position en coordonnées cartésiennes pour M', donc il va faire intervenir x plus dx, y plus dy et z plus dz, et pour M. Donc j'ai mon premier terme, ça va être x plus dx, ex plus y plus dy, ey plus z plus dz, ez. Ça c'est OM'. Et je lui soustrais le vecteur M qui est xex plus yey plus zez. Et quand je fais cette soustraction, vous m'en rendez compte que ce xex là, il part avec celui-ci. Il me reste dx. Le yey, il part avec celui-ci. Mais il me reste le déplacement ey. Et puis le z2z, il part avec celui-ci, mais il me reste le dz. D'où DOM, le déplacement élémentaire, va s'écrire l'incrémentation élémentaire de x selon x, la variation élémentaire de y selon le vecteur y, et la variation élémentaire de z selon le vecteur z. Donc, mon vecteur déplacement élémentaire va pouvoir s'écrire de cette manière-là. Ce qui me permet de retrouver, j'ai simplement écrit la définition d'une position d'un point légèrement à côté et soustrait la version là. Comme en fait j'ai le même x ici et là, c'est ça qui me permet de faire les simplifications. Et naturellement, j'obtiens cette expression. Alors remarque, on peut retrouver V, parce que le déplacement élémentaire, il s'écrit V fois dt. Ce qui veut dire que V, ça va être le déplacement élémentaire divisé par dt. J'oublie l'interprétation en termes de dérivée pour le moment. Je remplace, ça me fait dxex plus dy ey plus dz2z, le tout divisé par dt. Là, j'ai toujours oublié l'aspect dérivé. Et puis là, maintenant, je vais me dire, je vais le réécrire en distribuant plutôt que de laisser sous même dénominateur. Ça me fait dx sur dt ex plus dy sur dt ey plus dz sur dt ez. On retrouve, en interprétant ça, dx sur dt comme la dérivée de x, la dérivée de x selon le vecteur x, plus la dérivée de y selon le vecteur y, plus la dérivée de z selon le vecteur ez. Ça me permet, à partir de l'expression de ce vecteur déplacement, de retrouver facilement l'expression. Alors vous me direz, pour les coordonnées cartésiennes, franchement, c'est pas compliqué. Certes. Mais pour des coordonnées, par exemple les coordonnées sphériques, qu'on va faire tout à l'heure, les coordonnées sphériques, ce sera plus compliqué et donc il va falloir essayer de se ramener à des cas relativement simples.